J'ai commencé d'abord par étudier au Bénin. J'ai eu un premier emploi chez un logisticien, un transporteur maritime. Ensuite, très, très rapidement, je suis rentré dans l'entrepreneuriat. J'ai monté une première entreprise, ensuite une deuxième. Ça a plus ou moins bien marché. Et par opportunité, aussi par envie de comprendre, de mieux comprendre tout ce qui a en rapport avec les télécoms, parce qu'à la base, j'ai plutôt étudié le marketing et la gestion. Et en fait, ma seconde entreprise commençait à beaucoup travailler sur le numérique et le digital, et donc je voulais me documenter un peu plus sur ça. Je suis venu en France à l'origine pour faire une thèse de doctorat. J'ai commencé, mais je ne suis pas allé au bout parce que j'ai eu d'autres opportunités. Euh, donc justement, j'ai commencé à travailler dans le monde du développement, comme on dit, notamment sur les thématiques du numérique, de l'entrepreneuriat, de l'innovation en Afrique. J'ai eu l'opportunité de travailler pour le compte de l'Alliance française de développement, notamment sur un programme qui s'appelle Afriquino, qui était financé par l'Alliance française de développement. Et donc voilà, là actuellement, j'ai lancé d'autres aventures depuis environ 2 ans maintenant. J'ai lancé une agence de solutions pour l'Afrique sur l'entrepreneuriat et le numérique qui s'appelle Fanaka Co. Donc voilà, de façon très résumée, c'est un peu ça mon parcours. J'ai l'habitude de dire ou de penser que en fait, il faut avancer et ne absolument jamais avoir de regrets. Mais bon, si tout était à refaire, je pense qu'il y a peut-être une chose que j'aurais fait différemment. Pour la petite histoire, après mon bac, j'ai fait une licence en droit. Donc, j'ai fait une licence en droit des affaires. Et donc, j'ai passé 3 ans à étudier du droit avant de refaire 5 ans d'études de commerce. Mais je crois que les 3 ans, avec du recul, je me dis, c'est 3 années pendant lesquelles j'aurais pu apprendre tellement et tellement de choses. Parce que, en toute honnêteté, aujourd'hui, mais réellement, ça ne me sert à rien, ce que j'ai appris pendant 3 ans. Pas parce que aussi, j'étais pas particulièrement passionné par ça. J'étais un peu là, comme ça. Et donc, je pense que, avec du recul, quand je vois en fait tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui et quand je vois la valeur d'une année, je me dis, oh là là, j'aurais pu faire tellement de choses en 3 ans. J'aurais pu aller faire, je ne sais pas moi, une année entière dans un pays anglophone pour être parfait en anglais. J'aurais pu apprendre d'autres langues. J'aurais même pu apprendre la psychologie tout simplement. Enfin, c'est quelque chose moi qui me passionne beaucoup. Et donc ça, avec du recul, j'aurais fait peut-être assez vite ce genre de choix, apprendre des choses beaucoup plus utiles à ma vie professionnelle globale. Mais je pense que c'est peut-être pas forcément le moment où on a suffisamment de recul et donc les parents et les aînés doivent orienter correctement et surtout faire un feedback de l'expérience parce qu'en général, quand on finit le bac, on est dans une logique où on se dit on va étudier très rapidement et aller sur le marché de l'emploi. Moi, je pense qu'il faut peut-être prendre un peu de recul euh, et ne pas forcément se précipiter et apprendre des choses, laisser passer peut-être 1 an, 2 ans où on apprend vraiment différentes choses avant de se lancer dans des études professionnelles sur la base de ce qu'on a envie de faire. Peut-être que l'une des premières choses que j'ai notées, moi je me rappelle quand je me lançais, il n'y avait pas du tout la logique de j'ai un projet et du coup j'ai la possibilité d'aller voir des investisseurs. C'était très clair que si tu as un projet, soit tu as de la famille, soit tu as de l'argent de côté. On savait de toute façon que les banques ne finançaient absolument pas, en tout cas en Afrique où j'étais, en Afrique de l'Ouest, les banques ne finançaient pas les projets au démarrage. Ils finançaient plutôt des activités très du commerce pur, hein, de l'achat-vente, mais il fallait déjà aussi avoir un historique. Et donc, la question ne s'est même pas posée d'essayer de faire un parcours, d'aller voir des investisseurs. Par contre, la notion de love money, en fait, d'aller voir ses proches, c'est quelque chose que tout le monde a fait. Moi, j'ai été financé par des amis et par mon père au début. Et donc, ça m'a permis de me lancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois que sur les questions entrepreneuriales, les choses ont évolué. On commence
il y a plus cette logique-là de on a un projet, il faut travailler sur le projet d'une certaine façon et on peut aller chercher des investisseurs. On a toute cette logique avec les accompagnateurs, les structures d'accompagnement qui n'existaient pas vraiment à mon époque, en tout cas que je ne connaissais absolument pas. Et donc, on a un tissu entrepreneurial, un écosystème entrepreneurial qui, même si c'est encore très, très loin d'être mature, commence à se structurer progressivement. On commence à comprendre les différentes étapes. On commence à savoir quels sont les rôles des différents acteurs qui doivent accompagner, qui doivent financer. Et donc, c'est des choses qui évoluent. Peut-être aussi, si je regarde les 6, 7 dernières années, je pense que là, depuis quelques mois, ou je dirais depuis quelques années, on commence passer, à aller au-delà d'un effet de mode. Parce qu'il y a encore 5 ans environ, peut-être même un peu plus tôt, on avait plus tendance à aborder la question de l'entrepreneuriat comme un effet de mode où il y avait beaucoup de personnes qui en parlaient, il y avait des événements autour, ça paraissait particulièrement sexy. Il y avait des incubateurs qui se créaient pas forcément avec les bonnes compétences. Ceux qui se lançaient dans l'entrepreneuriat ne se lançaient pas parce qu'ils avaient un projet si solide que ça. Et donc là, j'ai l'impression que les thématiques sont abordées de façon beaucoup plus sérieuse, la réalité d'un marché, enfin, on pense beaucoup plus business. Et c'est vrai que le Covid, ça a frappé pratiquement partout. Mais ça a été une très belle opportunité. Les startups numériques ont su prouver que le numérique n'était pas juste un effet de mode et que c'était une réelle opportunité, un relais de croissance, qu'on pouvait faire énormément de choses avec le numérique. Ça a permis aussi, à mon avis, si je regarde principalement dans les écosystèmes africains, ça a permis un shift, un changement de regard de la part des pouvoirs publics, un changement de regard sur les startups. Parce que, euh, à mon avis, pendant très longtemps, et malheureusement encore, tout ce qui est startup, entrepreneuriat innovant, les pouvoirs publics, ils en parlent, ils mettent en place des politiques, mais je n'ai pas l'impression qu'ils y croient vraiment. C'est pas vraiment une stratégie qui est la colonne vertébrale de toute leur logique entrepreneuriale. Et donc, quand la crise est arrivée et que dans certains écosystèmes, dans certains pays, des startups qui n'étaient pas suffisamment considérées ont apporté de vraies solutions sur beaucoup de plans, avec beaucoup d'ingéniosité, de vraies solutions qui ont été utilisées dans les pays, qui ont été utilisées dans les écosystèmes. Ça a permis en fait au pouvoir public de se dire, ah oui, en fait, on a des acteurs qui sont là et qui font des choses intéressantes et peut-être qu'il faudrait qu'on les considère d'une autre façon. Enfin, déjà, il y a des choses qui sont en train de changer. Hein. Donc ça, c'est super. Enfin, la prise de conscience, on en parlait tout à l'heure, la prise de conscience de l'importance d'une véritable dynamique entrepreneuriale avec la nécessité justement d'un accompagnement. Donc pour moi, déjà, de vrais dispositifs d'accompagnement, il y en a de plus en plus. Le fait d'avoir depuis quelques années des structures d'accompagnement du type incubateur ou accélérateur et qui permettent aussi non seulement de prendre des projets à une étape peut-être un peu plus idéation, dans certains cas avec de l'accélération à des étapes plus élevées, et de les accompagner d'une certaine façon avec de nouvelles méthodologies, avec peut-être un peu plus axé sur tout ce qui est innovation numérique. Bon, ça, c'est des changements qui sont intéressants et qui permettent aussi d'épouser cette dynamique-là qui est en train de se développer. Après, au niveau de ces acteurs-là, pour moi, il y a il y a un vrai besoin de professionnalisation. C'est hyper important d'avoir des acteurs qui sont professionnalisés parce que quand on veut accompagner des entrepreneurs et que soi-même, on n'a pas été entrepreneur et qu'on n'a pas énormément d'expérience en tant qu'entrepreneur, qu'on n'a pas forcément toutes les compétences en interne au niveau des équipes pour accompagner des porteurs de projets, qu'on n'a pas suffisamment d'informations sur les parcours, sur les difficultés que l'entrepreneur aura, aussi bien sur les aspects juridiques, financiers, administratifs. Euh, c'est compliqué en fait d'accompagner parce que on va finalement être réduit à faire des formations un peu classiques du type c'est quoi le business model Canvas, comment pitcher, etc., etc. Et ça n'apporte pas énormément de valeur ajoutée aux entrepreneurs. Et donc,
pour moi, c'est fondamental que ces acteurs-là se professionnalisent, arrivent à trouver des modèles où ils vont intégrer dans leur dispositif d'accompagnement beaucoup de retours d'expérience d'entrepreneurs locaux. Après, on peut aussi aborder les questions de financement, hein, c'est avoir beaucoup plus de financement. Je considère que c'est important de financer beaucoup au début en mettant quand même un certain nombre de conditions, mais c'est important de financer beaucoup en amorçage. Il y en aura beaucoup qui vont disparaître, il y en aura quelques-uns qui vont émerger, mais ça participe aussi à une forme d'éducation entrepreneuriale. Et ça, c'est le rôle principalement des pouvoirs publics, à mon avis, de mettre beaucoup d'argent dans l'amorçage en n'attendant pas forcément un retour sur investissement, parce que c'est une manière aussi de former des jeunes à l'entrepreneuriat. Après, il y a toutes les thématiques de genre, une approche genre un peu plus, enfin, qui devrait, à mon avis, être une approche plus importante. Ça aussi, on voit de plus en plus que ça, c'est des choses qui sont en train d'évoluer, notamment parce que les bailleurs, les partenaires au développement mettent beaucoup d'accent sur ça, sur l'entrepreneuriat féminin, financé principalement les porteuses de projets. C'est des choses qui sont en train d'évoluer. Il faudrait que les États, les pouvoirs publics se les approprient dans les pays pour justement financer. On parle souvent de 52%. Moi, je dirais à minima, c'est quand même la moitié des entrepreneurs, sinon plus, même si ce n'est pas sur les mêmes types d'entrepreneuriat, mais c'est important d'accompagner cette dynamique-là. Quand on parle d'orientation, on ne considère pas l'entrepreneuriat comme une orientation en tant que telle. Et d'ailleurs, ça se traduit aussi quand on fait des études en école de commerce, on étudie la comptabilité, donc on sort, on peut faire jusqu'à l'expertise comptable, on étudie le droit des affaires. En fait, on étudie le marketing, on étudie tous les éléments, tous les ingrédients, toutes les composantes en fait d'une entreprise, mais à aucun moment on apprend la démarche entrepreneuriale, la résilience, c'est quoi être un entrepreneur, comment est-ce qu'on identifie des opportunités dans son environnement, comment est-ce qu'il faut être, avoir des compétences transversales sur tous les aspects, comment est-ce qu'il faut prendre du risque. On n'apprend pas ça. Ça commence à changer hein, parce qu'on commence à avoir des écoles où très rapidement il y a des incubateurs ou des juniors entreprises au sein de l'école. Et même ça, c'est pas des filières, hein, c'est réservé, c'est des activités un peu, des side projects qu'on peut faire si on veut, mais on n'est pas obligé de le faire. Et donc, pour moi, il faut repenser tout ça. Et il faudrait qu'on arrive à très rapidement dire, oui, on peut être entrepreneur et être entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire? Être entrepreneur, c'est être en capacité d'identifier dans son environnement des problématiques auxquelles on va essayer d'apporter une solution en réfléchissant à quelle est la meilleure solution et en utilisant tout ce qu'on apprend dans différentes disciplines pour apporter une solution et en rendant cette solution pérenne, durable, parce qu'on va arriver à mettre un modèle économique. C'est important qu'on enseigne très rapidement c'est quoi être un entrepreneur, qu'est-ce que ça implique d'être un entrepreneur. On est vraiment dans cette logique-là où on veut apporter une solution solvable à des problématiques. Les parents veulent le bien de leurs enfants. Les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. On les met à l'école et donc je pense que le parcours très classique, c'est de façon, il faut qu'ils soient très rapidement autonomes, qu'ils s'en sortent bien, qu'ils trouvent un bon boulot et puis après c'est bon, en fait on a fait le job et on est très heureux. Et donc c'est normal. Et c'est parce qu'il n'y a pas, et pendant longtemps, il n'y a pas eu suffisamment de parcours de réussite ou beaucoup de sensibilisation ou de communication sur l'entrepreneuriat. C'est des choses qui sont en train d'évoluer, heureusement. Et aussi d'explications sur c'est quoi un entrepreneur et qu'est-ce que ça implique. Et donc, finalement, les parents, naturellement, ne poussent pas vers ça ou alors ne soutiennent pas parce qu'ils se disent il y a tellement de risques, rien ne garantit que ça va marcher. Et souvent, c'est des parents qui ont été aussi salariés. Je pense que ça correspond à des biais, hein, à des manières de voir la vie. Les parents médecins, beaucoup de médecins ont des parents médecins, beaucoup de comptables ont des parents comptables. Et donc, comme on a eu très peu d'entrepreneurs, donc on a beaucoup de parents qui, ayant été salariés, comprenant les logiques du salariat,
ne voient pas autre chose pour leurs enfants. Mais avec de la communication, avec des parcours de réussite, je pense que de plus en plus, c'est des choses qui sont en train d'évoluer, qui vont continuer à évoluer. Et comme on a une génération, on a de plus en plus d'entrepreneurs. Et donc, ça veut dire que demain, on aura beaucoup de parents qui vont vouloir que leurs enfants soient entrepreneurs. Pour moi, c'est des choses qui vont évoluer. On parle des besoins de financement ou des contraintes liées au financement, on se rend compte que c'est des besoins qui interviennent assez souvent pour des entreprises qui sont en amorçage, en démarrage ou qui débutent à peine leur maturité, donc qui n'ont pas encore suffisamment prouvé enfin, valider leur marché. Il y a encore beaucoup de risques. En tout cas, le risque perçu est encore très, très élevé. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, on n'aura jamais de grandes entreprises demain si on n'a pas des entrepreneurs ou de petites entreprises qui démarrent avec tout ce que ça implique comme risque. Donc, si on veut avoir une très, très grande entreprise qui va employer des milliers de personnes, il faudrait qu'au démarrage, on en ait peut-être une dizaine qui vont se tester et progressivement, il y en aura certaines qui vont disparaître. Et voilà. Mais si on n'en soutient aucune, on n'en aura jamais de grande. Et ça doit rentrer dans la logique en fait des pouvoirs publics. En cadrant, en mettant en place de vraies politiques, en sélectionnant, en mettant en place tout un dispositif où on passe par une logique où on valide des structures d'accompagnement sur la base de cahiers des charges précis, on peut réussir à avoir des programmes nationaux où on va soutenir des entrepreneurs, on va les financer et en se disant que euh, ça va, ou ça va marcher, et si ça marche, c'est super, ça va continuer, ça va grandir, ça va créer de l'emploi, ou ça ne va pas marcher, et si ça ne marche pas, euh, on aurait participé en quelque sorte à une formation à l'entrepreneuriat, une sorte de learning by doing, parce que justement, ceux qui n'auraient peut-être pas réussi leur première tentative, soit vont se lancer une deuxième fois, et là, les chances de réussite sont déjà beaucoup plus élevées, ou alors c'est des gens qui vont rentrer dans des entreprises et le mindset, l'état d'esprit de quelqu'un qui s'est testé, qui s'est essayé dans une démarche entrepreneuriale, qui a essayé de collaborer avec des gens, qui a rencontré des partenaires, qui a essayé de vendre un produit, qui a essayé d'aller chercher un financement, qui l'a fait pendant 2 ans. Même si ça ne marche pas, la manière dont il se construit fait que quand on le met dans une entreprise, quel que soit le poste auquel il est, la manière dont il travaille est forcément différente parce que il a une certaine autonomie, euh, il a une démarche d'entrepreneur. Il a une démarche d'entrepreneur et c'est très bon pour les entreprises. Donc, on n'est jamais perdant en tant que pouvoir public, à mon avis, on n'est jamais perdant en réfléchissant à ce genre de politique-là. Après, il faut bien le faire. Et donc, il faut aussi, de façon globale, participer à une forme d'éducation financière et entrepreneuriale parce que ça va permettre à ces entrepreneurs-là d'avoir un historique, d'avoir des parcours, de pouvoir, dès qu'ils démarrent, commencer à mettre en place des éléments qui demain vont leur permettre d'accéder au financement. Parce que, en fait, quand ils vont voir les financeurs, les banques ou les institutions de microfinance, on a une véritable difficulté à mesurer l'historique de l'activité. Et peut-être pour finir, c'est important aussi que pour moi, les banques, c'est des acteurs classiques hein, du financement normalement. Et donc, pour moi, c'est important que les banques évoluent dans leur perception de l'entrepreneuriat, qu'ils changent leur paradigme, enfin, le niveau d'aversion au risque est peut-être un peu trop élevé, donc qu'ils prennent un peu plus de risques. Il faudrait une évolution pour qu'on puisse réduire progressivement les contraintes liées à l'accès au financement. Il y a, il y a une forme enfin, ça a été théorisé par des psychologues, j'ai pas, le nom m'échappe, mais en fait, on, on interagit plus facilement avec les personnes qui nous ressemblent. Il y a des biais qu'on ne perçoit même pas. Ça, c'est des choses qui, de toute façon, ont un impact. Et heureusement, c'est des choses qui commencent à être documentées et donc qui font évoluer. C'est pas toujours pensé, décidé, c'est pas des discriminations qui sont réfléchies en amont. Mais de façon beaucoup plus globale, c'est vrai qu'il y a aussi culturellement, on se dit un jeune qui entreprend, le niveau de risque est peut-être plus élevé et donc on a beaucoup plus de difficultés à le prendre au sérieux, pas que sur le financement d'ailleurs, ça peut être aussi
Si j'ai un jeune en face de moi qui me dit, écoutez, je vais distribuer votre produit et on a enfin, tel outil logistique, on a des motos, on a des voitures et qu'on sort, on a tout de suite, on se dit, mais est-ce qu'il a l'expérience nécessaire? Est-ce que c'est pas plus simple pour moi de faire confiance à un acteur qui vient en disant, ben, écoutez, j'ai fait 15 ans dans le transport, dans la logistique, donc je vais distribuer votre produit. Et donc, il y a pas mal d'éléments comme ça qui font que forcément, c'est plus difficile quand on est jeune, quand on est femme, de se lancer dans le monde entrepreneurial. Quelle solution enfin, pour moi, c'est toujours l'évangélisation. C'est le fait qu'on en parle, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes entrepreneurs, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes entrepreneurs, c'est le fait qu'il y ait des fonds de financement, des fonds de, oui, de différents dispositifs de financement qui vont adresser spécifiquement ces cibles-là, hein, des jeunes, des femmes. Et donc, tout ça, progressivement, ça va faire évoluer les mentalités parce qu'on aura des parcours de réussite, parce euh, on va voir dans la société que ça marche tout simplement. Moi, de façon très globale, les économies ont compris que c'était important de se tourner quelque part vers ou de faire beaucoup plus attention à des solutions locales. Parce que on s'est soudainement rendu compte partout dans le monde hein, de la dépendance qu'on avait les uns des autres. En fait, il y a une telle dépendance des économies en fait, il faudrait qu'on fasse un peu plus attention. Et donc, ça implique des opportunités pour des acteurs locaux, sur tout plein de plans, hein, dans les services, dans la production, de se révéler et donc de proposer des solutions. Et des États commencent à mettre en place des politiques particulières pour favoriser l'émergence d'acteurs locaux, dans certains cas pour réindustrialiser, dans d'autres cas pour industrialiser tout simplement parce que ce n'était pas fait. Mais c'est très intéressant parce que ça a permis en fait de se dire, en fait, c'est important pour nous euh, d'avoir d'être un peu moins dépendant, en fait, d'être un peu moins dépendant de tout ce qui va venir de l'extérieur. Et qui de mieux que les entrepreneurs, les entreprises pour être présents, pour saisir ces opportunités-là et pour pouvoir y faire face. C'est hyper important qu'on arrive à trouver des solutions locales. Il faut qu'on maintienne cette dynamique-là et qu'on construise de vraies politiques de développement économique sur cette base-là, en essayant de favoriser les circuits courts et ça va nous permettre véritablement de créer énormément d'emplois et ça va permettre aussi de faire émerger de nombreuses entreprises. Aux dirigeants du secteur financier, aux organisations multilatérales, c'est faire attention dans le choix des partenaires, faire attention dans le choix des entrepreneurs qu'on soutient, éviter aussi de... Moi, je sais que les banques de développement, souvent, quand ils essaient de mettre en place des dispositifs, souvent sur du financement, il y a la question du subvention est presque est priorisée. C'est-à-dire quand on veut soutenir l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de subventions. Je ne suis pas contre la subvention, mais si je prends l'instrument de la subvention, c'est coutume de dire que la subvention, elle est très intéressante, hein, mais c'est important de savoir comment utiliser la subvention, parce que la subvention, dans certains cas, ne participe pas à l'éducation financière des entrepreneurs, parce qu'on a des entrepreneurs qui ont des idées, des projets, qui parce qu'on est dans des dispositifs où, pour les bailleurs, ils ne veulent pas forcément réfléchir à la question du recyclage des fonds avec tout ce que ça va impliquer. Et du coup, ils se disent, on donne de la subvention parce que c'est plus facile pour nous de donner de la subvention. Et donc, quand ils disent ça, donc, ça facilite en quelque sorte la manière dont on va analyser les projets. Et donc, on va distribuer un peu de subventions un peu trop facilement, parfois sur des montants qui sont quand même relativement intéressants. Et à la fin du processus, on a des entrepreneurs mais qui finalement ne deviennent jamais réellement entrepreneurs parce qu'ils ils ont été un peu biberonnés à la subvention. Après, ils rentrent dans des challenges. Et donc, finalement, ils ne développent pas forcément des produits, ils ne sont pas résilients.
ils n'ont pas des périodes de difficulté de trésorerie avec l'existence d'un marché en face, alors que tout ça, pour moi, participe à la construction de l'entrepreneur. Et donc, si on fait ça, à un moment donné, on va se rendre compte qu'on a des entrepreneurs qui, on croyait qu'ils étaient entrepreneurs, qu'ils avaient un produit, qu'ils pouvaient avancer, mais très rapidement, on va se rendre compte qu'ils ne peuvent pas se développer parce qu'ils ne peuvent pas aller voir une banque, parce que même s'ils vont voir une banque et qu'on leur prête de l'argent, comme ils ne sont pas habitués, comme ils n'ont pas été éduqués à qu'est-ce que ça implique de prévoir les remboursements à la banque, l'orthodoxie que dois avoir dans la gestion des finances, avec tout ce que ça implique, du coup, ben, ça se passe mal et en fait, on aurait contribué, plutôt qu'à les aider, on aurait contribué à détruire des velléités entrepreneuriales parce qu'on aurait mal utilisé la subvention. Et de façon plus générale, moi, je pense qu'il faut soutenir l'entrepreneuriat, il faut ces vecteurs de développement, il faut soutenir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Voilà. La première question que je pose souvent, c'est, OK, quel est le problème que vous voulez régler? Je me rends compte souvent que le problème qu'on veut régler, en tout cas quand les jeunes qui sont en face de moi, quand ils disent qu'ils veulent régler tel problème, euh, ils ne se rendent pas suffisamment compte de la difficulté d'apporter la solution qu'ils ont en tête sur le marché parce que soit il n'y a pas véritablement de marché, parce que il y a quand même beaucoup d'alternatives sur le marché et pas forcément des incitations particulières qui vont amener les clients à aller vers leurs produits ou leurs services plutôt que vers d'autres produits ou d'autres services. Et comme assez souvent, ils ont beaucoup maturé leur idée, on dit souvent ils sont amoureux de leur idée de projet et ils s'y accrochent, ou alors ils ne perçoivent pas suffisamment la dynamique et la logique entrepreneuriale qui voudrait que, en fait, enfin, il faut que j'ai des clients qui vont me payer, c'est ça qui va financer mon développement. Et donc, c'est important que je gagne de l'argent et que ensuite de mettre en place, que j'ai une organisation qui va me permettre de continuer à produire ou à mettre à disposition ce service-là. Et donc, ils sont juste dans cette logique de j'ai une super idée et je pense à cette solution et elle est géniale et on va faire comme ça et on va faire comme ça et pas suffisamment à toute la logique marché, en fait. Et donc, je dirais comme conseil, le marché est roi, en fait. Faites attention à votre marché et à qui voulez-vous vendre. Pourquoi est-ce que votre produit, on va acheter votre produit ou votre service plutôt qu'un autre? Est-ce que vous êtes certain que la personne ou les personnes ou votre client type que vous imaginez, est-ce que vous êtes certain qu'il va véritablement acheter votre produit? Et en fait, il ne faut pas demander aux amis ou aux parents parce que les amis et les parents vont toujours dire oui, oui, c'est super, ça va être génial et qu'on sort. Mais il faut très rapidement, on parle d'itération, enfin, il y a tout ce qui est ligne, hein, il faut aller très rapidement sur le marché et s'adapter, quoi. Et aussi reconnaître quand ça ne marche pas avoir peur de se dire finalement, j'ai passé un an sur ça et c'est pas bon, il faut que j'aille faire autre chose. On peut aussi aller entreprendre ailleurs, on peut aller chercher un emploi, c'est pas un échec, on peut revenir dans l'entrepreneuriat. Moi, je considère que si je devrais faire un parcours type, je dirais, si vous êtes jeune, euh, entreprenez très rapidement. Peut-être même entreprenez avant de commencer des études universitaires. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir une période où on tente des choses parce que on a une certaine approche de la vie. Et après ça, allez étudier. Et comme ça, en étudiant, les concepts que vous allez étudier, vous les reliez à des éléments concrets. Ça paraît beaucoup moins abstrait et donc on apprend plus et on choisit d'ailleurs plus facilement ce qu'on a envie de faire. Et ensuite, je trouve aussi que c'est intéressant d'avoir une expérience de salarié, d'apprendre à travailler d'une certaine façon avant de revenir encore dans l'entrepreneuriat. Après, bon, c'est dit ça, hein, ça ne veut pas dire que c'est forcément le parcours qu'il faut faire. Mais pour moi, c'est intéressant parce on a plus de chances de réussite si on a travaillé en tant que salarié pendant un temps, si on a étudié en arrivant à mettre des notions abstraites sur des éléments très concrets, on a plus de réussite dans un parcours entrepreneurial qu'en se lançant directement. Et donc, pour moi, je conseillerais vraiment de faire attention au marché,
voilà, enfin, de façon globale, après, il n'y a pas de parcours standard. On peut réussir tout à fait sans faire ce que je suis en train de dire. On peut réussir correctement sans rentrer dans un incubateur, ça c'est vrai aussi. Il n'y a pas de garantie que quand on est dans un incubateur, on va réussir son entreprise. L'entrepreneuriat est quand même un parcours unique, ça dépend de la personne, ça dépend de l'environnement, ça dépend des opportunités, ça dépend de tellement de paramètres. Et donc, chacun doit faire son expérience.